Salut à tous. 3 missiles, 2 millions de dollars, et la force aérienne la plus puissante jamais réunie dans l'histoire humaine n'ont pas réussi à faire décoller un seul avion. Relisez cette phrase. Laissez-la vraiment faire son effet. L'armée de l'air des États-Unis, la force qui domine tous les ciels de cette planète depuis 30 années consécutives, la force qui fait voler des chasseurs furtifs F-35 valant 100 millions de dollars chacun. La force dont les pilotes peuvent se ravitailler en plein vol au-dessus de n'importe quel océan, frapper une cible à 500 000 de distance, puis disparaître avant même que l'ennemi comprenne qu'ils étaient là. Cette force a été arrêtée. Pas par la Russie, pas par la Chine, pas par un programme d'armement à 1000 milliards de dollars développé pendant des décennies dans une installation secrète quelque part près de Pékin. Par l'Iran. Avec un budget de défense équivalent à environ 2% de celui des États-Unis, en utilisant des armes qui coûtent moins cher qu'une voiture d'occasion dans une banlieue du New Jersey. Et voici ce qui aggrave encore les choses. Les personnes chargées de protéger ces appareils ont vu l'attaque arriver. Elles ont suivi les missiles au radar. Elles avaient du temps. Elles savaient. Et cela n'a quand même rien changé. C'est pas l'histoire d'un coup de chance. C'est pas l'histoire d'une incompétence américaine ou d'un génie iranien. C'est une histoire de mathématiques, d'économie et de la manière dont un pays soumis depuis des décennies à des sanctions économiques paralysantes a trouvé l'équation qu'un avantage militaire de 39 contre 1 en matière de dépenses ne peut pas automatiquement résoudre. Et de la manière dont cette équation, une fois démontrée dans un vrai combat contre de vrais moyens américains, avec des images satellites commerciales pour en documenter chaque instant, devient le modèle que chaque adversaire des États-Unis étudiera, affinera et utilisera pendant les 50 prochaines années. Revenons au matin du 13 mars 2026, nous sommes au 14e jour de l'opération Epic Fury. Depuis le 28 février, l'armée de l'air des États-Unis mène sans interruption des missions de combat au-dessus de l'Iran. Des frappes contre des installations de missiles, des frappes contre des sites nucléaires, des frappes contre des centres de commandement et des réseaux de défense antiaérienne. L'opération a été, selon presque tous les critères conventionnels, un succès. La marine de surface iranienne a été systématiquement détruite. Son rythme de lancement de missiles a chuté de plus de 90% par rapport à son pic. Les pilotes américains ont effectué plus de 8000 sorties de combat sans qu'aucun appareil abattu par les forces iraniennes ne soit confirmé. Les briefings venus du Pentagone décrivent un succès écrasant. Le récit officiel est maîtrisé, confiant et impeccable. Mais sur le tarmac de la base aérienne Prince Sultan, à 115 km au sud-est de Riyad, dans le désert saoudien, les mécaniciens de l'équipe du Petit Matin, le 13 mars, ont découvert quelque chose qui n'apparaîtrait dans aucun communiqué officiel pendant plusieurs jours. 5 avions ravitailleurs cassés, 5 stratotankers. 5 endommagés, immobilisés sur la piste. Apparemment, le briefing de presse avait oublié qu'un récit parfait a quand même besoin d'avions capables de décoller. Si vous ne savez pas ce qu'est un cassé, un 3-5, vous devez le comprendre avant toute chose. Car comprendre le cassé, un 3-5, est la seule manière de comprendre ce que l'Iran a réellement fait et pourquoi les dégâts infligés à 5 d'entre eux comptent davantage que presque n'importe quel résultat militaire des 2 premières semaines de guerre. Le cassé, un 3-5 stratotanker, n'a rien de spectaculaire. Il ne transporte pas de missiles, il n'apparaît pas sur les affiches de recrutement. Il ne produit pas le genre d'images diffusées en boucle par les chaînes d'information en pleine couverture d'une guerre. Dans sa description la plus simple, c'est une station-service volante. Une cellule de Boeing 707 convertie, conçue à l'origine dans les années 1950. Les plus anciens cassés, un 3-5 encore en service actif, volent depuis plus de 60 ans. Chacun coûte entre 60 et 80 millions de dollars à remplacer, sans compter les années nécessaires pour franchir le processus d'acquisition, ni la filière de formation indispensable pour produire des équipages qualifiés. Mais voici pourquoi 5 cassés, un 3-5 endommagé peuvent arrêter une guerre. Sans ravitaillement en vol, rien dans l'armée de l'air des États-Unis ne peut opérer à longue distance. Pas les F-35 qui mènent des frappes au-dessus de l'Iran, pas les B-52 qui décollent de Diego Garcia, pas les B-20 et un Raider,
Pas un seul avion d'attaque opérant depuis des bases en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis ne peut atteindre sa cible, larguer ses armes et rentrer sans que le cassé, un 3-5, remplisse son réservoir quelque part au-dessus de la péninsule arabique. Le cassé, un 3-5, n'est pas un avion de soutien. C'est le système circulatoire. Endommager le système circulatoire et tout le corps cesse de fonctionner. L'Iran le savait, c'est cette phrase qui change tout. C'était pas un coup de chance. Ce n'était pas un missile perdu qui aurait dévié de sa trajectoire et serait tombé par hasard près d'une piste. L'analyse de War on the Rocks, rédigée par des experts qui étudient professionnellement la doctrine de l'armée de l'air américaine, l'a dit directement. L'Iran cible de manière systématique et délibérée ce que la doctrine même de l'armée de l'air américaine identifie comme les facilitateurs les plus critiques des opérations aériennes. Ils ont cité la doctrine par son nom, le ravitaillement en vol étant la portée, le temps de présence sur zone et la flexibilité tactique. LV-3 Sentry Airborne Warning and Control System, là, est décrit dans la doctrine américaine comme un actif aérien de grande valeur dont la perte pourrait gravement affecter les capacités américaines de conduite de la guerre. Les systèmes de commandement et de contrôle, s'ils sont détruits ou perturbés, peuvent réduire considérablement la capacité à détecter les attaques et à y répondre. L'Iran a lu la doctrine américaine. L'Iran a étudié quels objectifs, frappés dans quel ordre, feraient s'effondrer le plus efficacement les opérations aériennes américaines. Puis l'Iran a frappé précisément ces objectifs dans précisément cet ordre. Au cours des 4 premières semaines d'une guerre où les États-Unis disposaient d'une supériorité aérienne totale, d'une couverture radar totale et d'une connaissance opérationnelle complète de la menace. Vous devez maintenant comprendre l'arme précise qui a rendu cela possible, parce qu'on ne peut pas raconter cette histoire sans le Shahed 136. Le Shahed 136 est un drone d'attaque à usage unique, un kamikaze. Il possède une aile delta d'une envergure de 2,5 mètres fabriquée en fibre de verre. Il est propulsé par un petit moteur à piston monté à l'arrière, à peu près aussi puissant qu'un moteur de moto. Il transporte une charge explosive de 40 kg dans son nez. Son système de navigation combine le GPS et le guidage inertiel, préprogrammé avant le lancement, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'une liaison radio en direct avec ses opérateurs une fois en vol. Il vole à environ 185 km/h. Plus lentement que la plupart des avions commerciaux, plus lentement que de nombreux hélicoptères. Il vole à basse altitude, ce qui réduit sa visibilité radar face au système basé au sol. Et il coûte entre 20 000 et 50 000 $ l'unité. Certains analystes estiment que le coût réel de production iranien est plus bas, potentiellement bien inférieur à 20 000 $, compte tenu d'une main-d'œuvre et de matériaux beaucoup moins coûteux en Iran que chez n'importe quel fabricant occidental de défense. Les États-Unis ont récemment présenté leur propre version rétro-conçue du Shahed 136, elle s'appelle LOCUS, pour Low Cost Cruise Attack System. Les États-Unis l'ont évalué à 35 000 $ l'unité. Les ingénieurs iraniens, travaillant avec une main-d'œuvre moins chère et sans les marges bénéficiaires de Lockheed Martin, produisent presque certainement leur version pour moins cher. Comparez maintenant ce coût aux armes utilisées pour les intercepter. Un seul missile intercepteur américain, Patriot PAC-3, coûte entre 3, 5 et 7 millions de $ par tir. Cela donne un ratio d'échange des coûts quelque part entre 70 contre 1 et 350 contre 1 en faveur de l'Iran. Chaque fois qu'une batterie Patriot tire un intercepteur sur un drone Shahed entrant et le touche réellement, l'Iran a dépensé au maximum 50 000 $ pour forcer les États-Unis à en dépenser jusqu'à 7 millions. Multiplier ce ratio par des dizaines de bases, des centaines de drones et des milliers de tentatives d'interception depuis le 28 février, et l'architecture économique de ce que l'Iran a conçu devient visible, l'Iran ne cherche pas à gagner un duel de missiles contre l'armée de l'air des États-Unis. L'Iran cherche à faire exploser les mathématiques
de la défense antimissile américaine plus vite que les usines américaines ne peuvent la reconstituer. Et quand on ajoute que l'armée de l'air des États-Unis ne possède que 6 avions AWACS et 3 Sentry dans son inventaire actif, 6 sur un achat initial de 32, sans aucun nouveau remplacement actuellement en production nulle part, la fragilité du système que l'Iran cible devient brutale, un taux d'interception de 88% ressemble à un succès. Jusqu'à ce qu'on fasse le calcul. Si l'Iran lance 100 drones contre une seule base, que 12 passent, et que l'un de ces 12 frappe un avion irremplaçable vieux de 60 ans, l'Iran vient de dépenser 60 000 $ pour détruire un actif qui prendra des années à remplacer et qui a coûté des centaines de millions à construire. Les mathématiques finissent toujours par gagner. Et le 27 mars 2026, elles ont gagné à la base aérienne Prince Sultan d'une manière qu'aucun porte-parole du Pentagone ne pouvait minimiser, contextualiser ou faire disparaître. À 2h50 du matin, le 27 mars, un drone Shahed, un 3-6 a trouvé l'avion AWACS et 3 Sentry désigné par le numéro de queue 81004. Les images satellites commerciales captées par Planet Labs et Maxar ont montré la partie arrière du fuselage de l'appareil complètement brûlée. Des débris éparpillés sur la voie de circulation, le dôme radar rotatif distinctif, marqué et inutilisable. Au moins 6 et 3 Sentry avaient été déployés à Prince Sultan avant l'incident. Les médias d'État iraniens l'ont annoncé immédiatement avec une précision extraordinaire. Le Shahed, 136 à 20 000 $, avait détruit un E-3 AWACS à 700 millions de $, alors qu'il se trouvait sur la piste d'une des bases opérationnelles avancées les plus critiques des États-Unis au Moyen-Orient. Que l'appareil est roulé au sol pour tenter d'échapper à l'attaque lorsque le drone l'a trouvé, ou qu'il ait été frappé alors qu'il était encore stationné, le résultat était identique. L'un des avions de surveillance et de commandement les plus importants de l'inventaire militaire américain, un appareil dont la perte, selon la doctrine même de l'armée de l'air américaine, pouvait gravement affecter les capacités américaines de conduite de la guerre, a été détruit par un drone qui coûte moins cher qu'un Toyota Land Cruiser 9. Vous devez maintenant comprendre ce que fait réellement l'AWACS. Parce que les 3 Sentry n'est pas simplement un avion radar, c'est le système nerveux central des opérations aériennes américaines sur n'importe quel théâtre de guerre. Son radar rotatif AN/APY-2, monté dans ce dôme distinctif de 9 mètres au-dessus du fuselage, peut suivre simultanément 600 cibles aériennes depuis une altitude de 9000 mètres, en voyant au-delà de l'horizon à des distances qu'aucun système radar basé au sol ne peut égaler. Il coordonne les avions de chasse pendant les opérations de combat, dirigeant les F-35 et les F-15 vers leurs cibles et les avertissant en temps réel des menaces en approche. Il fournit des données de ciblage aux groupes de frappe. Il gère l'espace aérien pour éviter les incidents de tir fratricide. Il maintient l'image opérationnelle commune dont chaque commandant sur le théâtre dépend pour comprendre ce qui se passe dans le ciel autour de lui à tout moment. Quand un E-3 Sentry est en vol, l'Amérique voit tout. John Phillips, conseiller britannique en sécurité et ancien instructeur militaire en chef, a dit directement à Al Jazeera ce que signifiait la perte de l'AWACS. Il a expliqué que cette perte obligeait à s'appuyer sur les radars au sol, a qualifié l'impact sur le commandement et le contrôle de significatif, et a noté que cela créait ce qu'il a décrit comme des lacunes temporaires de conscience du champ de bataille. Le mot temporaire porte beaucoup de poids dans cette phrase, car l'armée de l'air des États-Unis ne dispose désormais, au maximum, que de 15 et 3 Sentry. Aucun nouvel appareil n'est en construction. La chaîne de production a fermé en 1992. Remplacer ne serait-ce qu'un seul E-3 ne signifie pas commander un autre E-3. Cela signifie accélérer l'acquisition et le déploiement du Boeing EZ Twitchtail, son remplaçant prévu, une plateforme qui existe dans les forces aériennes alliées, que l'Australie et le Royaume-Uni utilisent déjà, mais que l'armée de l'air des États-Unis débat d'acquérir depuis des années sans jamais s'y engager pleinement. Un drone, un avion, une brèche permanente dans l'architecture de surveillance au-dessus du Moyen-Orient, impossible à combler comme on remplit un réservoir de carburant.
Mais l'AWACS n'était pas la seule cible du 27 mars. La même attaque coordonnée qui a détruit les 3 centries a aussi frappé le Cassé, un 3-5 tanker encore au sol à Prince Sultan, endommageant plusieurs appareils dont Scarron Space Force Magazine a décrit comme un assaut coordonné contre toute l'infrastructure opérationnelle de la base. 15 soldats américains ont été blessés, dont 5 grièvement. Il se trouvait à l'intérieur d'un bâtiment lorsque des missiles iraniens l'ont frappé, et dans la même fenêtre opérationnelle, des drones ont détruit 2 terminaux de communication satellitaire. AN, GSC, 5-2B, au quartier général de la 5e flotte de l'US Navy, dans le district de Jufer, à Bahreïn. Les terminaux de communication satellitaire qui permettent au quartier général de la 5e flotte de transmettre et de recevoir des données militaires chiffrées, disparues, pas par une frappe nucléaire, pas par un missile hypersonique, par des drones. L'épine dorsale des communications du quartier général de la 5e flotte de l'US Navy à Bahreïn a été perturbée par des attaques de drones qui ont coûté à l'Iran une fraction de ce que les États-Unis dépensent pour former un seul pilote naval. C'est cette campagne que les analystes de War on the Rocks ont appelée l'attaque des nids et des œufs de l'armée de l'air américaine. Les œufs sont les avions, les nids sont tout ce qui rend leur vol possible. Les ravitailleurs, les AWACS, les réseaux radars, les terminaux de communication, les dépôts de carburant, les installations de maintenance, les centres de commandement. Détruisez le nid et les œufs ne peuvent pas éclore. Il n'est pas nécessaire d'abattre un F-35 en plein vol si vous pouvez détruire au sol le Cassé, un 3-5 dont il dépend pour son carburant. Il n'est pas nécessaire de percer un dôme radar en vol si vous pouvez neutraliser le terminal de communication satellitaire qui transmet l'image radar au commandant chargé de prendre les décisions. Il n'est pas nécessaire d'être un concurrent militaire de même niveau si vous pouvez identifier les nœuds que la doctrine même de votre adversaire désigne comme les plus critiques, des nœuds décrits en langage clair dans des publications de l'armée de l'air accessibles au public, puis frapper ces nœuds avec des armes qui coûtent une fraction de pourcentage de ce qu'elles détruisent. Pour un mouvement qui vénère la force en lettres capitales, le maillon faible était finalement écrit dans le manuel. Le budget de défense de l'Iran en 2025 était d'environ 23 milliards de dollars. Celui des États-Unis était de 900 milliards. Le ratio est de 39 contre 1 en faveur des États-Unis, et pourtant l'Iran a réussi à endommager 5 cassés, un 3-5 en une seule frappe le 13 mars, à détruire un AWACS à 700 millions de dollars avec un drone à 20 000 dollars le 27 mars, à mettre hors service l'infrastructure de communication d'un quartier général de flotte navale et à blesser qu'un soldat américain. Tout cela sur des bases qui disposaient d'une supériorité aérienne totale, d'une couverture radar totale, d'un déploiement complet de défense antimissile et d'une conscience opérationnelle totale de la menace entrante. L'asymétrie n'était pas dans les capacités. L'asymétrie était dans les mathématiques du coût de l'attaque face au coût de la défense. Et dans ces mathématiques, l'Iran a trouvé une stratégie qu'aucun avantage de dépense de 39 contre un ne peut automatiquement neutraliser. Les experts de War on the Rocks ont écrit quelque chose qui mérite d'être dit clairement. Ils ont écrit que les États-Unis ne font face qu'à des choix difficiles. Ils peuvent absorber les pertes et continuer, ce qui crée un risque important pour la dissuasion dans de futurs conflits. Puis, ils ont écrit ceci. La fenêtre pour faire des choix différents s'est fermée bien avant que le premier missile ne frappe la base aérienne Prince Sultan. Pas avant le début de la guerre, avant le premier missile. Les décisions qui ont créé la vulnérabilité, la flotte vieillissante de ravitailleurs sans remplaçants modernes en nombre suffisant, les 6 avions AWACS sans chaîne de production, les réseaux radars à position fixe visible sur les images satellites commerciales, la structure de force construite pour une autre époque contre un autre type de menace, ces décisions ont été prises il y a des décennies. Et la guerre d'Iran de 2026 est le moment où les conséquences de ces décisions ont cessé d'être théoriques pour devenir opérationnelles, visibles et irréversibles. Voici maintenant ce qui rend cette histoire véritablement mondiale. Car ce que la force aérienne de l'armée populaire de libération chinoise a observé entre le 13 et le 27 mars
à la base aérienne Prince Sultan, va remodeler la façon dont chaque planificateur militaire sur Terre pense la relation entre la puissance aérienne américaine coûteuse et les armes de précision bon marché produites en masse. La Chine développe son propre équivalent du Shahed, les drones d'attaque CH-4-21 et WJ-700, dotés d'une plus grande portée, de charges utiles plus lourdes et d'une meilleure résistance à la guerre électronique que l'original iranien. Ils sont spécifiquement conçus pour fonctionner sans GPS, ce qui les rend très adaptés au détroit de Taïwan, où le brouillage GPS est déjà une caractéristique permanente de l'environnement contesté. La Chine a vu l'Iran démontrer qu'un NS-1 coordonné de drone peut percer l'écran défensif d'une base opérationnelle avancée américaine et détruire des avions irremplaçables sur le tarmac. Elle a vu les mathématiques se dérouler en temps réel. Un drone à 20 000 $, un avion à 700 millions de $, et la Chine construit sa propre version de cette arme à une échelle qui dépasse de loin tout ce que l'Iran a produit. La Russie en a tiré sa propre leçon. Moscou utilise le Shahed 136 qu'elle produit localement sous le nom de Geran 2 contre les infrastructures ukrainiennes à un rythme d'environ 3000 unités par mois pendant l'hiver 2025 et 2026. La Russie a investi plus profondément dans cette arme que n'importe quel pays en dehors de l'Iran a passé 3 ans à affiner sa doctrine d'emploi et a vu l'Iran démontrer en 2026 que la même approche d'attrition fonctionne contre les infrastructures militaires américaines tout aussi efficacement qu'elle a fonctionné contre les centrales électriques, les usines de traitement de l'eau et les installations portuaires ukrainiennes. Les planificateurs du flanc et de l'OTAN, en Pologne, en Roumanie et dans les États baltes, ont observé les dégâts infligés au cassé 135 et la destruction de l'AWACS à Prince Sultan et se posent une question très précise au sujet de leur propre base aérienne, de leur propre flotte de ravitailleurs et de leur propre couverture AWACS. Car ces bases sont elles aussi situées à des positions fixes. Elles sont elles aussi visibles sur les images satellites commerciales. Elles abritent elles aussi des avions qui coûtent immensément plus cher que les armes nécessaires pour les détruire au sol. La leçon que l'Iran a démontrée à Prince Sultan ne reste pas en Arabie Saoudite. Elle voyage. Et elle voyage vite. Les États-Unis s'adaptent. La dispersion des bases, qui consiste à répartir les avions sur davantage de sites afin d'empêcher une seule frappe d'endommager plusieurs actifs, comme ce fut le cas les 13 et 27 mars, est activement mise en œuvre dans tout le théâtre. Des leurs radars et thermiques gonflables imitant les signatures de vrais appareils sont déployés pour compliquer le ciblage iranien. Des drones intercepteurs, y compris des modèles acquis auprès de l'Ukraine, qui a pris de la manière la plus dure possible à se défendre contre des campagnes soutenues de Shahed, sont intégrés au réseau de défense des bases avancées. Les États-Unis ont également commencé à produire à grande échelle leurs propres drones rôdeurs, reconnaissant que la seule réponse économiquement viable à une offensive de drones bon marché est une défense par drone bon marché. Des intercepteurs dont le coût est comparable à celui des armes qu'ils poursuivent, plutôt que des missiles Patriot à 7 millions de $, qui se consumant dans le ciel du désert après des cibles à 20 000 $. Ce sont de véritables adaptations. Elles compteront avec le temps, mais les experts de War on the Rocks les ont qualifiés de palliatifs, et ils ont raison au sens précis où aucun de ces ajustements à court terme ne remplace les cassés. Un 3-5 endommagé ne reconstruit l'AWACS détruit, ni ne referme l'écart économique fondamental entre le coût de l'attaque et le coût de la défense que l'Iran a structurellement intégré dans cette campagne dès le début. Le Shahed 136 n'est pas une arme sophistiquée. C'est de la fibre de verre, un petit moteur à piston et un récepteur GPS. Un pays soumis à de lourdes sanctions économiques, avec accès à beaucoup moins de matériaux avancés que n'importe quel sous-traitant occidental de défense, l'a construit à grande échelle, en nombre suffisant pour soutenir une campagne d'attrition d'1 mois contre la plus puissante armée de l'histoire humaine, et cela a fonctionné. 3 missiles et un essaim de drone à 20 000 $, 2 millions de $ au maximum pour endommager 5 cassés, 135 stratotankers le 13 mars, puis un autre essaim pour détruire l'AWACS le 27 mars. L'avion détruit coûtait 700 millions de $. Le drone qu'il a détruit coûte 20 000 $. Ce ratio, 35 000 contre 1, n'est pas
une statistique militaire. C'est un argument économique. Et les arguments économiques, une fois prouvés dans un combat réel, ne cessent pas d'avoir existé. Ils deviennent doctrine. Ils se propagent. Ils deviennent le modèle que chaque adversaire de la puissance militaire américaine étudie, reproduit et améliore pour la génération suivante. Le slogan peut encore proclamer la domination, mais la facture commence à raconter autre chose. L'Iran n'a pas gagné la guerre de 2026 avec cette campagne, mais l'Iran a prouvé quelque chose qui survivra à cette guerre pendant des décennies. L'infrastructure de la puissance aérienne américaine, les ravitailleurs, les AWACS, les terminaux de communication, les réseaux radars, est plus fragile, plus coûteuse à défendre et plus vulnérable aux armes de précision bon marché que ne l'a jamais pleinement protégé un avantage de dépense de 39 contre 1. Et cette preuve documentée par des images satellites commerciales, confirmées par des responsables américains, publiées dans The Wall Street Journal, dans Air and Space Force Magazine, dans War on the Rocks, et dans chaque publication sérieuse de défense couvrant ce conflit, est désormais l'étude de cas fondatrice pour chaque planificateur militaire, chaque ministère de la Défense, et chaque adversaire des États-Unis qui construit actuellement sa propre version de l'arme à 20 000 $, qui a trouvé l'avion à 700 millions de dollars sur la voie de circulation de la base aérienne Prince Sultan. Si l'Iran, avec 23 milliards de dollars de dépenses annuelles de défense et après des décennies parmi les sanctions économiques les plus dures jamais imposées à un État-nation moderne, peut clouer au sol les opérations aériennes américaines, endommager 5 ravitailleurs en une seule frappe et détruire un AWACS à 700 millions de dollars avec un drone qui coûte moins cher qu'une voiture d'occasion. Qu'est-ce que cela vous dit sur l'avenir de la puissance militaire conventionnelle coûteuse face aux armes de précision bon marché produites en masse? Et existe-t-il une réponse à cette question qui n'oblige pas les États-Unis à repenser fondamentalement la manière dont ils construisent, stationnent et protègent les machines dont dépend toute leur présence militaire mondiale? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.